toutes sont des réalisations. Parce qu'on parle de bilan, donc on ne va pas aller sur les perspectives. Toutes sont des réalisations. On va voir des réalisations que moi j'appelle des réalisations en santé, mais qui sont immatérielles. Des réalisations en santé qui sont matérielles. Des réalisations en santé qui sont stratégiques. Et on va effectivement voir pourquoi est-ce qu'il faut que le président continue cela, c'est-à-dire quelles sont les perspectives. Alors, d'abord, en introduction, je rappelle ce qu'on a trouvé. Parce que c'est toujours très important de savoir d'où on est parti pour savoir où est-ce qu'on va. Quand le président de la République est arrivé, il a trouvé, comme je l'ai déjà dit et répété, un pays où la santé avait été abandonnée, complètement abandonnée. Et cela s'est matérialisé par plusieurs choses qu'on peut énumérer rapidement. Je vous ai dit, on n'a jamais construit un seul hôpital public depuis l'indépendance, pas un seul. Vous vivez à Kinshasa, vous voyez, vous connaissez Mamayemo, vous connaissez Kinoise, vous connaissez Kitambo, vous connaissez Nema. Allez demander l'âge de ces hôpitaux-là. Aucun hôpital n'a été construit après l'indépendance. Alors si Kinshasa est comme ça, imaginez à l'intérieur du pays. Il y a des gens qui vous diront, ouais, mais il y a peut-être un centenaire. C'est une réhabilitation, et encore, qui a été faite de manière que vous connaissez. Donc, abandonné dans le secteur. Nous avons trouvé, quand nous sommes arrivés avec le président de la République, un pays où, malheureusement, le niveau d'enseignement de la santé est le plus bas qu'on pouvait avoir depuis notre indépendance. Vous savez vous-même la qualité de l'enseignement, comment c'était. Vous savez vous-même les conséquences au niveau de la qualité des prestataires de soins, c'est que cela a donné. Mais nous avons trouvé aussi un pays avec beaucoup d'épidémies. Beaucoup d'épidémies. Et ces épidémies, elles avaient une caractéristique, c'est qu'elles étaient mal gérées. Je vous donne un exemple, un seul. C'est que l'épidémie d'Ebola de 2018 que nous avons trouvée a coûté 1,2 milliard de dollars. Et si vous allez à Goma aujourd'hui, où cette épidémie était gérée, vous n'allez pas trouver même une pancarte qui dit « Ici, il y avait Ebola ». Donc, la gestion était complètement dans un désordre le plus total. Nous avons trouvé un pays où seulement 30%, bon, pour être précis, 32% de nos enfants étaient vaccinés. Alors, un enfant qui n'est pas vacciné, ça veut dire qu'un enfant qui peut attraper la rougeole, la rubéole, qui peut mourir. Et nous avions donc, à cause de cela, un taux de mortalité de nos petits-enfants de moins de 5 ans parmi les plus élevés. Je peux énumérer comme ça, mais vous savez tous que nous avons trouvé un pays où chaque Congolais paye lui-même ses soins de santé, où nos mamans sont en prison parce qu'elles n'ont pas payé, tout simplement parce qu'aucun système n'était mis en place. Nous avons trouvé un pays où 60 à 80% de nos médicaments sont de mauvaise qualité, parce que nous avions un système d'achat de médicaments centralisé qu'on a détruit aussi. Et donc, ça, c'est plus ou moins très rapidement la carte postale du système sanitaire que nous avons trouvé. Mais alors, je vous dis que le président a fait des réalisations, d'abord, ce qu'on appelle des réalisations en santé, de manière immatérielle. C'est-à-dire que ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne palpez pas. Mais c'est des réalisations importantes et je vais vous les dire. La première, quand nous arrivons, on trouve la crise d'Ebola en cours. Nous remarquons que, et avant même que le président ne constitue son premier cabinet, il demande qu'on s'occupe d'Ebola, qu'on voit comment est-ce que c'est géré, avant même qu'il fasse son premier cabinet. Et là, on se rend compte que le nombre de cas d'Ebola ne fait qu'augmenter. Et on se rend compte que c'est un désordre total parmi les partenaires qui soignent. Et on se rend compte qu'il y a des milliers de gens qui souffrent et beaucoup, beaucoup qui meurent. Là, le président prend une première décision. Il dit, dites-moi quelle est la solution et on applique cette solution. Alors ça, je veux vous montrer le leadership du président parce que c'est très important. Et c'est une réalisation immatérielle. Nous regardons cela, nous allons voir, je vous rappelle, à l'époque, nous étions dans un gouvernement où, vous vous rappelez qu'on a volé quand même quelques années au président, mais là, il y a le gouvernement Ilunkamba avec le ministre Ilunga à la santé. Nous nous rendons compte que notre monument national, le professeur Mouyembe, qui est celui qui a découvert le Ebola, n'est pas dans la gestion. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que la gestion soit faite de manière correcte. Le président dit, réglez-moi ce problème. Alors, je vous donne maintenant une date. Au mois de juillet 2019, le professeur Mouyembe est réintégré
dans la lutte contre Ebola. Et c'est là qu'on voit le nombre de cas d'Ebola commencer à diminuer et nous avons vaincu Ebola. Ça peut paraître rien du tout, mais remarquez que derrière cela, on n'a plus eu de très grosses épidémies d'Ebola parce que le président de la République a mis maintenant des moyens pour qu'on structure la réponse à Ebola. Ça, c'est une réalisation immatérielle très importante. Et cela nous a appris comment gérer les épidémies, comment anticiper sur les épidémies. Deuxième réalisation importante, je vous ai dit qu'on avait 32% d'enfants qui n'étaient pas vaccinés. Au mois de juillet donc 2019, là, le président convoque un premier forum très important sur la vaccination. Il dit comment est-ce qu'on a 32% seulement de nos enfants qui sont vaccinés et donc qui meurent de maladies qu'on peut prévenir par la vaccination. Et là, donc le président convoque une première réunion, un forum qu'il préside lui-même. Tous les partenaires internationaux viennent. Et à partir de ce moment-là, un an plus tard, nous avons 52% d'enfants vaccinés. Nous passons donc de 32 à 52. 20%. 20% d'augmentation en une année. En proportion chiffrée, c'est combien de millions? Vous avez une idée? Je ne peux pas vous donner les proportions chiffrées, mais c'est juste imaginer qu'on est passé d'une position où on était le dernier de l'Afrique à une position où on est le meilleur de l'Afrique maintenant. Et je vais vous dire pourquoi on est les meilleurs. Parce qu'une des choses, c'est que le gouvernement ne payait pas les vaccins. Le gouvernement n'achetait pas les vaccins. Le président a dit, on rachète nos vaccins, on vaccine nos enfants de la rougeole, de la poliomyélite, de tout ça. Et donc, nous augmentons de 20 points le nombre d'enfants vaccinés en une année. C'est une réalisation immatérielle. Alors, on a trouvé beaucoup de médecins au chômage. On a trouvé beaucoup d'infirmiers au chômage. Vous pouvez vérifier, entre le moment où le président est arrivé et maintenant, nous avons mis plus de 35 000 personnes alignées. 9 600, 9 800 médecins alignés. Et donc, ça, c'est une réalisation immatérielle. Alors, je préfère qu'on en parle parce que souvent, quand on parle de réalisation, on regarde autour de soi pour voir s'il y a une route. Excusez-moi, docteur, mais notre collègue des sports, qui est aussi médecin, m'a dit que en tout cas, dans la dernière décennie, il n'y a jamais eu autant de mécanisation de médecins ou des reconnaissances de médecins dans le fichier de l'administration. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est une réalisation immatérielle très importante. On voit aujourd'hui, les gens ont l'impression, quand on parle de grève, ils ont l'impression que là, on a abandonné. Mais on oublie ce que le président a fait au total. C'est qu'on a aligné plus de 9 600 médecins. Et on a aligné plus de 35 000 au total prestataires de soins. Et ça veut dire un effort financier très important. Vous vous rappelez qu'on a eu Covid dans ce pays. Et le président, aujourd'hui tout le monde utilise le mot task force. Mais rappelez-vous, la première task force qu'on a mis dans ce pays, c'est la task force de lutte contre le coronavirus. Tout à fait. Et c'est moi qui l'ai dirigée, ça tombait bien. Mais c'est le président qui l'a faite. Et savez-vous combien de morts on a, nous, eu dans ce pays avec coronavirus au total? On a eu moins de 1500 morts au total depuis que le coronavirus a commencé jusqu'à ce jour. Tout à fait. Alors qu'il y a des pays où il y avait plus de 2000 morts par jour. Mais l'anticipation que le président a eue en janvier 2020, parce que je me rappelle, on revenait de Davos avec le président, quand on commençait à entendre parler de coronavirus. Et donc, le 30 janvier, le président me convoque au Conseil des ministres. Je rappelle encore que c'était Ilunkamba. C'était encore le gros gouvernement avec FCC Cash. Et là, le président me demande d'expliquer aux gens, j'explique. Et le président dit au Premier ministre, vous avez compris, allez réagir maintenant. Nous avons réagi en RDC plus rapidement que beaucoup de pays occidentaux. Et la conséquence, c'est que nous avons intégré très rapidement tout ce qu'il y avait comme décision à prendre. Par exemple, nous avons décidé dans notre pays, parce qu'en ce moment-là, on pensait que c'était la bonne chose, de donner l'hydroxychloroquine dès lors que le patient, la personne était contaminée, pas malade, contaminée. Comme ça, on s'est dit, on stoppe cette histoire avant que beaucoup de gens ne soient contaminés. Et ça, c'est une réalisation immatérielle. Donc, déjà sur ce premier point, je vous montre le leadership du président. Je peux aller jusqu'à la couverture santé universelle, à la modification de la loi de la santé, à la mise en place de toute l'architecture des établissements qui ont été créés pour créer
l'environnement sanitaire favorable aux autres domaines de la santé. Donc ça, c'est le premier point que je voulais expliquer sur les réalisations sanitaires immatérielles du président de la République. Alors, il y a les réalisations matérielles du président de la République. Ce que vous pouvez voir en regardant. La première qu'on peut regarder, qu'on peut voir, c'est Mama Emo. Je dis Mama Emo parce que je vous ai rappelé au départ qu'on n'a pas construit un seul hôpital public en 60 ans. Je pense, je peux donner même la date, je crois, le 15 décembre, on va inaugurer Mama Emo. 500 lits. Avec tous les services qu'on peut imaginer dans un hôpital de ce niveau-là. Et ça, si on enlève les 2 premières années qui ont été perturbées, disons que le président aura fait ça en 2 ans et demi. Mama Emo, vous voyez tous, on va montrer les images pour les gens qui seraient encore en train de douter, mais je vous donne même la date, mi-décembre, on inaugure Mama Emo, il devient fonctionnel. Ce n'est pas seulement inauguré, ça devient fonctionnel. Si vous prenez à Lubumbashi l'hôpital Sendwe, ceux qui sont de Lubumbashi connaissent très bien l'hôpital Sendwe, que nous allons aussi inaugurer. Pareil, un hôpital neuf. En image d'ailleurs, l'hôpital Sendwe. Voilà l'hôpital Sendwe. Allez voir l'intérieur de l'hôpital Sendwe. Et quand vous allez voir comment c'est équipé, vous comprendrez cette réalisation matérielle du président en santé et vous vous rendrez compte de ce que c'est. L'hôpital de la Mouya en Bujimaï. Mais je vous ai parlé d'Ebola. Ebola, qu'est-ce qui se passait en ce moment-là? Il se passait que quand quelqu'un tombait malade, on prenait des échantillons, on ramenait à Kinshasa. Le président a dit non, on ne peut pas faire ça. À Goma, aujourd'hui, il y a un laboratoire de P2, c'est-à-dire de niveau de protection des virus aussi méchants que le virus d'Ebola. C'est à Goma. Mais il n'est pas seulement à Goma, à Buta, à Bunia plutôt. En Ituri. En Ituri. Il y a un laboratoire de P2. Et nous sommes en train de déployer, là je viens de Bukavu, je suis arrivé hier soir, et là nous commençons le laboratoire P2 de Bukavu. Donc les gens ne sont pas au courant de ça, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Avoir un laboratoire P2 comme INRB, que nous avons ici, qui est l'UP3, ça montre la possibilité que nous avons proche des populations pour stopper les épidémies très rapidement. Ça montre la possibilité que nous avons de faire le diagnostic le plus proche possible. Et nous sommes en train de déployer les laboratoires au niveau des provinces. Donc, ça, ce sont des réalisations matérielles plutôt, au niveau de la santé. Mais alors, vous allez dire, oui, mais et les autres territoires? Je reviens au PDL 145 territoires, où vous avez 787 centres de santé qui sont construits, avec en plus 250 avec le BCECO, et moi j'arrondis à 1000 centres de santé. 1000 centres de santé, ça veut dire que nous avons 145 territoires, c'est-à-dire que dans chaque territoire, le président de la République a amené au moins 6 centres de santé. Quand vous vous rappelez qu'on n'en a pas construit depuis autant d'années. Donc, là, les centres de santé vont faire quoi? Vont rapprocher la population des soins de santé. Et quand vous imaginez que nos mamans parfois font des kilomètres pour aller accoucher, l'OMS dit qu'on ne doit pas dépasser 5 kilomètres entre l'accès aux soins, aux premiers soins et l'endroit où on vit. Mais nous, parfois, on fait des centaines, parfois même des centaines de kilomètres. Donc ça montre bien qu'au niveau local, le président a ramené l'effort pour que les soins de santé soient de qualité. Donc, vous voyez bien qu'au niveau immatériel, au niveau matériel, le président de la République a planté le décor et a réalisé. Ce ne sont pas des choses qui vont venir, ce sont des choses qui sont là, que nous sommes en train d'inaugurer. Maintenant, je vous ai dit que le président de la République a fait des choses aussi stratégiques. Alors, quand je parle des choses stratégiques, je prends d'abord la couverture santé universelle. C'est quoi la couverture santé universelle? C'est permettre que tout le monde accède aux soins de santé de qualité sans se ruiner. Bien sûr, on ne fait pas tout d'un coup, et surtout que tout ce que je dis là, c'est en 2 ans et demi. Eh bien,
nous avons lancé ce programme-là qui aujourd'hui est un programme pour lequel même des médias internationaux commencent à se demander comment est-ce possible. Le premier paquet, vous le connaissez, c'est la gratuité des accouchements. C'est le premier paquet que je suis allé lancer hier, avant-hier plutôt, au Sud Kivu, et que nous avons déjà commencé ici, après le lancement que le président a fait le 5 septembre. Ce paquet est tellement stratégique que nos bébés et nos mamans qui mourraient plus que dans le reste de l'Afrique, dans le reste du monde donc par conséquent, eh bien aujourd'hui, les deux barrières fondamentales, c'est-à-dire la barrière financière et la barrière de la qualité des soins, sont en train d'être changées. J'ai présenté au Conseil des ministres il y a 10 jours le premier bilan du premier mois. Plus de 8000 mamans qui ont accouché complètement gratuitement. Je suis parti à l'hôpital de Kitambo voir les mamans qui ont été césarisées. Et les mamans vous disent, si ce programme n'existait pas, j'allais payer entre 600 et 800 $. En d'autres termes, le président a donné à cette famille-là l'équivalent de 600 ou 800 $ par le système qui a été mis en place. Ça, c'est une avancée stratégique parce que tout simplement, nous modifions les impacts globaux de la santé. Le premier impact, c'est lui qui est de l'espérance de vie, qui est aujourd'hui la plus faible d'Afrique. La RDC est à 3 ans de moins que la moyenne africaine. Eh bien, l'approche stratégique que nous avons permet de modifier cet impact-là. Nous modifions l'impact de l'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est du développement. Le ministre Mouyaya vous disait que quand on met $1 en santé, on produit 17 $ en économie. Effectivement, parce que dès lors que quelqu'un tombe malade, lui-même cesse d'être productif. Mais pire que ça, il consomme les ressources. Et donc, mettre de l'argent en santé, ce n'est pas une perte, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Ça permet que l'individu reste productif et ça permet que l'individu ne consomme pas les ressources qui sont maigres. Alors, cette approche de couverture santé universelle est saluée par tous les pays, est saluée par les grandes organisations. Et aujourd'hui, vous avez vu que la Banque mondiale a dit « je vous accompagne ». Mais je peux vous dire que tous les grands partenaires disent « nous allons accompagner ». Nous allons accompagner parce que nous allons modifier fondamentalement les différents indicateurs de la santé. Nous allons, dans le cadre de la gratuité des accouchements, très bientôt lancer aussi le dépistage d'un certain nombre de maladies, notamment le cancer du col. Et ça, c'est un problème qui adresse, quand on parle de maman, d'aider dans le genre, mais le genre pour nous, c'est les mamans. Le genre pour nous, c'est l'enfant discriminé à l'école. Le genre pour nous, c'est ça. Et donc, si on s'occupe de la maman dans la gratuité des accouchements, si on s'occupe de la maman dans le dépistage du cancer du col, là, on aura fait quelque chose pour nos mamans. Ah non, allez-y. Donc, voilà ce que le président change au niveau stratégique. Mais je vous ai dit que, au-delà de la stratégie, il y a maintenant le devenir, la perspective. Pourquoi est-ce que la perspective est très importante? Parce qu'on doit montrer aux Congolais où on veut aller. Alors le président a dit, nous avons des indicateurs de santé qui sont faibles. Nous avons une espérance de vie qui est faible. Alors, dans notre nouveau plan national de développement sanitaire, voici ce que le président va faire. Le président veut que, dans les 10 années qui viennent, le travail qui sera fait permette que les Congolais vivent 20 ans plus longtemps. Donc, gagner 20 ans en 10 ans de travail. En mettant aujourd'hui les bases, les fondamentaux, qui font que, demain, nous allons gagner chaque fois en espérance de vie. Alors, souvent les gens se disent, mais oui, mais est-ce que vous dites là, est-ce que c'est réaliste? Je vous dis que le Malawi l'a fait. Il faut nous expliquer, gagner 20 ans de vie en 10 ans de travail. En 10 ans de travail. Le Malawi l'a fait. Le Malawi avait 42 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, le Malawi est à 60 ans, un peu plus, d'espérance de vie. En 20 ans, enfin, ils ont augmenté leur espérance de vie de 20 ans. Et c'est ça que nous allons faire ici. C'est ça que nous allons faire ici avec les fondamentaux de la couverture santé universelle, de la protection financière,
de l'amélioration de la qualité, de l'amélioration de la formation de nos prestataires de soins, de l'amélioration des soins de santé primaires, c'est-à-dire du fait que au plus proche possible de nos patients, de notre population, on puisse surveiller la santé, on puisse détecter rapidement les épidémies, on puisse les stopper avant qu'elles ne viennent nous envahir de manière impressionnante. Mais aussi en améliorant les ressources qui sont mises en santé, les ressources financières. Pour les ressources financières, je rappelle quand même que pour la gratuité des accouchements, et c'est la première fois qu'un pays africain le fait, le président de la République a mis 42 millions de dollars pour que nos mamans à Kinshasa accèdent aux soins de santé. Je répète que c'est la première fois qu'un pays africain met autant d'argent dans un projet de santé. Et donc, voilà l'introduction que je peux faire pour la couverture santé universelle et pour les choses que le président a faites en santé. Écoutez, docteur, merci beaucoup pour toutes ces explications que vous venez de nous donner, toute cette présentation des actions que le président de la République a entreprises dans les secteurs de la santé. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif parce qu'il y en a beaucoup qui a été fait à travers le territoire de la République démocratique du Congo, mais au moins on peut comprendre que les fondamentaux sont en place, comme nous aimons le dire. La fondation a été placée pour nous assurer que les Congolais en 10 ans gagneront 20 ans d'expérience de vie. On va commencer cette série de questions avec Madame Bienvenue Babois, qui sera suivie de Madame Gino Rehema. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais parler de la Covid. Vous avez évoqué le cas de la Covid. Vous avez annoncé que le gouvernement a été proactif en donnant le produit. La task force en place. La task force a été proactive en donnant le produit nécessaire pour ceux qui ont eu le Covid. Mais ma question, c'est plutôt une inquiétude pour ces prestataires qui ont été au front dès le début de la Covid. Ils ont sauvé des vies, mais aujourd'hui, ils réclament leurs primes. Ils sont nuit et jour, soit au ministère des Finances, soit à l'INRB ou à l'IGF. Aucune solution. Alors la question... Avez-vous remarqué qu'ils ne sont jamais au ministère de la Santé? Ils n'ont pas été au ministère de la Santé? Mais non, parce que... Puisqu'ils savent que vous êtes là. Alors la question est de savoir, est-ce que ces prestataires peuvent espérer un jour avoir leur prime, puisqu'ils ont travaillé? Merci beaucoup pour la question, et c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale, et je vais lui dire pourquoi. Parce qu'il y a eu d'abord cette notion qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé dans Covid. Et ce n'est pas faux nécessairement. Cependant, je vous ai dit qu'une des premières choses que nous avons constatées comme dégâts dans notre pays, c'est la déstructuration du système. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait avec les moyens qu'il veut, et on s'est retrouvé effectivement avec plusieurs endroits où l'engagement budgétaire, l'engagement financier a été fait. Et malheureusement, à cause de cela, tous les prestataires de soins ne se sont pas retrouvés dans un alignement. C'est pour cela d'ailleurs qu'une des choses que nous faisons maintenant, c'est de dire on intègre nos ressources. Il ne faut pas que, je vous ai donné l'exemple Ebola, 1,2 milliard de dollars dépensés. 1,2 milliard. Mais sur place, on ne voit rien. C'est exactement la même chose. Maintenant, ce que le président a demandé, c'est qu'on reprenne tout ce qui doit être... En fait, quand vous regardez que le président a aligné 9600 médecins, c'est parce qu'il veut que tout le monde, tout travail soit rémunéré. Maintenant, moi, ça fait 7 mois que je suis au ministère. Avant, j'étais conseiller spécial. Et donc, là, maintenant, moi, je reprends tous les dossiers pour dire pourquoi ces gens ne sont pas payés. Où est l'argent? Et quand bien même cet argent n'est pas là, comment est-ce qu'on les paye? Parce qu'il faut les payer. Et c'est ça ma réponse. Oui, il faut les payer. Voilà, Madame Rehema, et puis ce sera Madame Fallon. Je fais ça. Merci beaucoup. Bonjour, leurs excellences.
La question au ministre de la Santé, quelle est la politique du gouvernement en matière de financement des hôpitaux publics? Parce que dans une émission diffusée sur Top Congo FM, dans Top Santé, certains hôpitaux sont en train de déplorer le manque de subsides pour le fonctionnement des différents services en fait, dans les hôpitaux publics. Et puis la construction des hôpitaux, oui, c'est une bonne chose, nous saluons, mais qu'en est-il de la qualité de soins? De la qualité des soins, surtout concernant certaines maladies que nous considérons graves, comme le cancer, des maladies qui nécessitent une prise en charge costaud. Et qu'en est-il de cette qualité-là de soins que vous comptez assurer à la population? Et puis une autre question, les handicaps est considéré par le corps médical comme une question de santé publique. Alors cette question est gérée à quel niveau? C'est traité à quel niveau? Excusez-moi la tautologie, au niveau du ministère que vous avez la charge de diriger. Merci. Alors la première question, c'était donc... Par rapport à la politique de financement de... Ok. Très bien. Très bien. Encore une fois, je reviens à ce que nous avons trouvé. C'est très important toujours de savoir d'où on part. Le budget de l'État. Le budget de la santé dans ce pays, à un moment, était inférieur au budget de la présidence de la République. Le budget du ministère de la Santé était inférieur au budget de la présidence de la République. Vous pouvez déjà comprendre ce que ça veut dire. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que notre système de santé est jusqu'à présent financé essentiellement par les familles. Par les familles. 42% du financement de notre système de santé, ce sont les familles. Troisième chose, c'est que l'autre moitié du financement, c'est par les partenaires. À partir de ce moment-là, la marge de manœuvre du gouvernement pour la gestion de ces hôpitaux était mauvaise. Mais maintenant, avant de parler du budget de financement des hôpitaux, je reviens à la gestion des hôpitaux. La gestion des hôpitaux, depuis des années, nous avons laissé ça dans des mains des gens qui ne savent pas gérer. Parce que ce n'est pas parce que je suis médecin que je sais gérer. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, entre le fait que la gestion est mauvaise, le fait qu'il n'y a pas de traçabilité parce qu'il n'y a pas de digitalisation, le fait qu'il n'y a pas d'investissement en santé, le fait que tout est délité, eh bien malheureusement, les hôpitaux reçoivent une subside. Mais un hôpital ne peut pas fonctionner avec une subside, avec des subsides. L'hôpital doit fonctionner avec un budget. Ce budget émane de deux sources. La première source, la gestion de l'hôpital. Parce qu'on paye, l'hôpital n'est pas gratuit, on paye. Donc la gestion de l'hôpital. La deuxième source, c'est bien sûr le budget de l'État. Le président de la République est en train d'augmenter le budget de l'État. C'est la première fois que nous arrivons à un budget de l'État qui dépasse 10% en santé. 10%. Et cela veut dire que... C'est quoi la moyenne africaine alors, docteur? Parce que s'il faut faire... Les accords d'Abuja nous demandent d'atteindre 15%. Ça, c'est les accords d'Abuja qui nous demandent que les pays fassent un effort pour atteindre 15% du PIB d'investissement en santé. Mais en Afrique, nous avons des moyennes qui vont de 5 à 12-13%. Nous arrivons maintenant, nous, la RDC, pour la première fois avec le président de la République, à plus de 10%, on est à 11% du budget national. Donc ça va améliorer le montant qu'on met dans l'hôpital. Mais je viens de vous dire que la gestion de l'hôpital est très importante. Parce que quand vous mettez un échographe et que vous n'avez pas prévu l'entretien de cet échographe, au bout d'un an, 2 ans, vous êtes obligé de vous rendre compte qu'il n'y a pas d'échographe. Mais troisièmement, quand vous n'investissez pas en santé, c'est-à-dire quand vous laissez les gens se débrouiller, eh bien, que voulez-vous que l'hôpital génère comme ressources? Donc effectivement, nos hôpitaux sont des parents pauvres, d'une part parce qu'on avait un budget très faible, toujours inférieur à ce qui était recommandé par Abuja. Nous avions une gestion des hôpitaux très calamiteuse et surtout nous n'avions quasiment pas d'investissement en santé. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vous ai parlé de Mamaïmo, je vous ai parlé de Sendou et de Amouya et de tous ces hôpitaux qu'on peut dire, des laboratoires. Une des choses qu'on fait maintenant, c'est qu'on investit en santé. J'ai dit la dernière fois que j'étais ici que nous avons de quoi équiper plus de 2000 maternités. Et donc ça veut dire que quand vous allez investir en santé, eh bien, vous allez maintenant avoir plus de résultats financiers
au niveau de l'hôpital. Donc vous allez augmenter. Je ne peux pas vous répondre facilement en vous disant on va donner de l'argent aux hôpitaux. Je vous montre comment est-ce qu'un hôpital est géré. Par les ressources propres générées par une bonne gestion et par l'appui budgétaire du gouvernement. Et c'est ce que le président fait parce qu'on a augmenté le budget de l'État. Mais on a fait mieux encore. On diminue la charge sur la famille. La gratuité de la maternité, c'est quoi? C'est diminuer la charge sur la famille. Je vous ai dit, une maman qui payait $600 pour la césarienne et qu'aujourd'hui elle ne paye rien, ça veut dire que cet argent sert à aller dans autre chose, notamment dans le développement et dans des dépenses utiles à la famille. Et donc, ces différents mécanismes-là permettent que les hôpitaux soient bien gérés. Maintenant, on peut construire les hôpitaux, mais quelle est la qualité? La qualité de soins, c'est quasiment 4 choses. Première chose, que ces hôpitaux existent. Parce que s'ils n'existent pas, il n'y a même pas de qualité. Deuxième chose, que ces hôpitaux soient bien équipés pour faire le diagnostic. Parce que quand vous allez chez le médecin, le plus important, c'est qu'on sache de quoi vous souffrez. Mais si on n'a pas de laboratoire, on n'a pas de diagnostic. Si on n'a pas de radiographie, on n'a pas de diagnostic. Troisième chose, la qualité, c'est les ressources humaines. Comment sont les prestataires de soins? Par exemple, pour la gratuité de la maternité, et aujourd'hui, je venais de faire une réunion pour présenter ça à l'IGF, je venais de présenter ça, nous avons prévu tout un budget pour la formation. Vous devez améliorer la qualité de l'offre. Si un médecin ne sait pas remarquer une hémorragie interne, la maman va mourir. Si une infirmière ne peut pas comprendre que la fréquence cardiaque qui augmente, c'est que la maman souffre, la maman va mourir. Donc la qualité des ressources humaines est très importante. Et donc, mettre l'accent sur la formation, eh bien, ça c'est très important. Et quatrième élément de la qualité des soins, c'est le médicament. Parce qu'au bout du compte, on vous donne les médicaments. Si ce médicament est de mauvaise qualité, bien malheureusement, tout ce qu'on a fait en amont ne sert à rien. C'est pour ça que, vous savez par exemple que, je vous ai dit que dans notre pays, on a détruit les DCMP. On a détruit l'achat groupé des médicaments que l'on faisait. On est sûr de la qualité des médicaments et on les distribue. Et le président a demandé qu'on remette le système d'achat de médicaments pour que l'offre qu'on donne finalement, l'existence des hôpitaux, les équipements, les ressources humaines et les médicaments soient de qualité. Donc on travaille sur la qualité. On ne peut pas juste construire et ne pas tenir compte des gens qui vont travailler dedans. L'handicap. L'handicap, ça c'est un vrai souci. L'handicap physique surtout, c'est un vrai souci. Le ministre Mouyaya vous a parlé de la poliomyélite au départ. La poliomyélite, c'est Buka-Buka, la maladie qui donne l'infirmité. Eh bien, quand nous nous battons pour que la vaccination soit faite, pour qu'on évite ça, on lutte en amont contre l'handicap. Mais maintenant, moi j'étais très content de discuter avec notre ministre chargé des personnes vivant avec handicap, délégué, oui, qui nous dit qu'il faut qu'on organise nos hôpitaux, toutes nos structures de soins, avec les systèmes qui permettent aux handicapés d'accéder. Parce qu'on oublie souvent qu'on n'a pas tous les mêmes capacités devant un problème. Et donc, nous sommes en train de tenir compte de cela pour que les handicapés puissent accéder au système de santé. Mais pour ceux des handicapés qui sont indigents, parce qu'ils ne sont pas tous indigents, pour ceux des handicapés qui sont indigents, l'assurance maladie qu'on a prévue dans la couverture santé universelle catégorise les gens. Il y a l'assurance contributive, où chacun contribue un tout petit peu, mais pour les gens qui ne peuvent rien contribuer, eh bien, c'est la subvention. Eh bien, pour les personnes qui ont besoin de la subvention, eh bien, l'assurance, dans le volet subvention, prend en charge. Donc, tenir compte des handicapés, c'est tenir compte en amont, pour qu'on n'en ait pas beaucoup. Tout ce qu'on peut faire pour éviter, on évite. Tenir compte en aval pour les handicapés qui sont déjà arrivés, c'est-à-dire organiser notre système de sorte que les handicapés accèdent et protéger ceux qui ne peuvent malheureusement pas se protéger tout seuls. Je crois qu'à ces sujets, nous aurons un briefing avec la ministre déléguée où on parlera notamment de la loi qui est passée récemment à l'Assemblée nationale qui consacre une série de stratégies qui nous permettront ou qui permettent d'assurer une bonne prise en charge de personnes vivant avec handicap. Je rappelle que nous tous, nous courons les risques de le devenir et donc il y a une préoccupation. Et c'est une question qui est particulièrement suivie par le président de la République. Ça peut vous paraître banal les détails, mais toutes les infrastructures, par exemple, qui ont été construites dans le cadre des Jeux de la francophonie, dans le cadre de 145 territoires, tiennent compte de personnes vivant avec handicap. On va prendre la question rapidement de Madame Falon Mobungu,
Et puis nous prendrons des questions en série pour libérer l'antenne de la télévision nationale. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai deux questions au ministre de la Santé. Monsieur le ministre de la Santé, lors de votre dernier passage ici au briefing, vous aviez dit que le ministre, le chef de l'État, vous a instruit de mettre en place une agence d'achat et de distribution de médicaments. Nous voulons savoir où en êtes-vous avec cette mise en place. Deuxième question, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens exige assez qu'un pharmacien puisse chapeauter cette agence. Que dites-vous par rapport à ça? Je viens de vous répondre, madame, sur la deuxième question, que ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on sait gérer. Ce n'est pas parce qu'on est pharmacien qu'on sait gérer. Là, on ne parle pas du médicament, on parle de la gestion. C'est très important que les gens ne fassent pas d'amalgame. Mais docteur, ne nous faites pas croire que les médecins, entre guillemets, excusez-moi, ne peuvent pas gérer. Ils peuvent. Okay. Je dis, c'est pas parce que je suis médecin que je sais gérer. Forcément gérer. Ok. Tout à fait. Il y a deux niveaux au niveau de la pharmacie. Il y a le niveau technique, c'est-à-dire le médicament. Quelle est sa qualité? Comment est-ce qu'il est composé? Comment est-ce qu'il est fabriqué? Comment est-ce qu'il est conservé? Comment est-ce qu'il est distribué? Ça, c'est la qualité du pharmacien. Et un médicament ne peut pas être délivré à quelqu'un sans qu'un pharmacien donne son avis. Ça, c'est le niveau technique du pharmacien. Mais maman, quand on gère un dépôt, quand on gère un circuit, quelle est la qualité de pharmacien dont on a besoin? On n'a pas besoin de pharmacien. On a besoin que dans la conception, il y ait des pharmaciens pour dire techniquement, ça ne peut pas se faire. Comme quand on fait autre chose, on a besoin d'un ingénieur pour dire, si vous voulez faire un pont, voici. Mais la gestion, ce n'est pas de l'apanage de X ou Y, c'est l'apanage des gens qui savent gérer, qui ont des compétences de gestion. Donc, je ne dis pas qu'il faut exiger. D'abord, chaque fois que le président nomme, c'est le président qui nomme. Moi, je ne peux pas dire au président, nommez absolument. Ben non. Ce qu'il faut, c'est que ça soit bien organisé, techniquement et structurellement. Et on n'a pas besoin nécessairement d'une telle catégorie de personnes. Je vais vous donner un exemple précis. Aujourd'hui, comme nous parlons, en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, c'est un ingénieur. Aujourd'hui, vous pouvez vérifier. Et c'est l'un des meilleurs ministres qui a même été remercié par le président en public. C'est un ingénieur. Imaginez si on avait dit, ministère de la Santé, il faut seulement un médecin. Non, Patrick Muyaya peut devenir ministre de la Santé. Absolument. Absolument. Donc il faut qu'on sorte de cette ambiguïté où ces gens qui se battent pour leur classe en disant, c'est nous les médecins, c'est nous les pharmaciens, c'est nous les ingénieurs, c'est nous les... Non. Il faut comprendre de quoi on parle. Techniquement, oui, parce que l'expertise d'un pharmacien, je ne l'ai pas. Mais la gestion d'un établissement public, ce n'est pas une expertise technique de la pharmacie. Maintenant, par rapport au service national d'achat de médicaments, le président a instruit, et c'est le Premier ministre qui doit prendre le décret, et je pense que le décret est déjà sur le dossier du bureau du Premier ministre, parce que le Premier ministre doit signer le décret. C'est une urgence, comme j'avais dit, parce que, et je l'ai dit au départ, parce que nous devons acheter de manière groupée les médicaments, comme ça nous pouvons les tracer dès le départ, d'ailleurs on paiera moins cher, et nous pouvons les distribuer en étant sûrs que nos populations accèdent à des médicaments de qualité. C'est vraiment, mais ça, je peux vous garantir que c'est une instruction qui a été donnée, le décret est sur la table du Premier ministre, et le Premier ministre va signer. Voilà, on va prendre les questions de Benoît Niemba et Jordan Maïnikini, et puis on reviendra avec Oscar Mbal et Eric Izami. Et on va terminer par Patrice Boiton alors. Excellence, 3 petites questions rapidement. Le ministre de la Santé, je reviens sur la gratuité de la maternité, et les fonds alloués pour ces gratuités et à combien et pendant quelle période. Mais aussi, est-ce que l'IGF... Il avait répondu au dernier briefing, je pense que c'est 200 millions de dollars prévus dans le budget. Pendant quelle période et puis, un budget toujours annuel. Hein. Oui. Est-ce que l'IGF est intégré dans la gestion de ces budgets? Je pense que vous ne suivez pas beaucoup, parce que je viens de vous dire là, que je viens de finir avec l'IGF
la réunion aujourd'hui, avant de venir ici. C'est pour ça même que je suis un peu en retard. C'est parce que j'étais avec l'IGF. L'IGF est intégré pour répondre à cette question. Ouais, voilà. Excellence, une question d'actualité. Allez-y, s'il vous plaît. Il y a une bombe qui est tombée aujourd'hui dans l'après-midi dans un camp roumain, un camp d'instruction roumain. Et selon des sources, cette attaque est attribuée en M23. Est-ce qu'on peut avoir une réaction Pas du gouvernementale? M23, du Rwanda, c'est évident. Et d'après mes informations, ce n'est pas tombé aujourd'hui, c'est peut-être la vidéo qui a été diffusée aujourd'hui. Et je pense que la batterie, je ne suis pas spécialiste en matière, mais je crois que c'était des 120 mm qui sont tombés là-bas. Et toute l'artillerie rwandaise qui avait attaqué ces camps d'entraînement a été détruite. Dernière question, Excellence. Avant hier, je crois, vous avez assisté à une cérémonie sur les journalistes assassinés et d'autres qui sont en prison. Je vous informe qu'il y a un de nos confrères, Charlie, qui a rejoint Bouzakir en prison, ça fait 3 jours, je crois, 3 jours. Une question de savoir, on s'approche de période électorale, comment vous comptez... Il faut éviter de faire l'amalgame, parce que le cas du caméraman m'a été posé. Il a été arrêté dans une foule parce qu'il y avait une manifestation, je pense, du côté des Lizipa. J'ai demandé à mon cabinet de suivre le dossier. J'ai contacté ma collègue de la justice pour savoir si elle était au courant. Elle est à Dakar. Donc il ne faut pas aller dans des conclusions hâtives si c'était dans un mouvement de masse. Il ne faut pas considérer qu'il y avait une volonté délibérée d'aller vers lui. Hier, évidemment, j'ai assisté à cette journée parce que nous-mêmes, nous avons été meurtris de voir que des journalistes ont été assassinés. Aujourd'hui, je veux venir sur la question parce que je sais qu'il y avait la publication du rapport de journalistes en danger aujourd'hui. Il faut faire attention. Lorsque vous regardez la plupart des cas de journalistes qui ont été assassinés ou touchés, la plupart c'est dans l'Est de la RDC, où il y a un climat général d'insécurité entretenu notamment par les M23. Nous, ce que nous avons fait, et c'est dommage que ce soit GED qui le dise, je comprends, c'est une ONG qui a besoin de vivre. Il ne faut peut-être pas compter sur une ONG pour parler d'abord de progrès, parce que les progrès, ce n'est pas dans leur ADN. Le progrès, l'ADN, c'est d'abord dire ce qui ne va pas. C'est comme ça les stéréotypes. Mais bon, nous ne sommes pas là parce que GED pour nous est un partenaire avec lequel nous travaillons notamment dans des mécanismes pour assurer la sécurité des journalistes. C'est que nous avons fait, et nous l'avons fait de manière concertée avec tous les médias. Nous avons organisé sous la présidence du président de la République lui-même les états généraux de la communication des médias. Je dois rappeler que le président de la République a toujours assisté à toutes les journées nationales des célébrations de la liberté de la presse. Et qu'en aucun cas dans l'histoire de ce pays, on a eu un président de la République qui était aussi disponible pour les médias. Et donc moi je veux bien qu'on justifie c'est pourquoi on existe, mais ce sera encore plus complet de relever par exemple les avancées qui sont contenues dans la loi. Nous tous nous rêvions des dépénalisations, mais on va dépénaliser. Pour quels médias? Où il faut reconnaître, j'avais des réunions d'ailleurs avec l'équipe du RSF qui était ici, où j'aide lui-même, c'est qu'il y a des journalistes partisans qui ne les cachent pas. Et donc, ici, il faut regarder la question dans la globalité. Il y a évidemment la responsabilité du gouvernement en termes de sécurité au plan général. Il y a des questions de professionnalisation des médias et des journalistes eux-mêmes de par leur attitude. Mais ensuite, il y a les questions de comment nous travaillons avec les ONG. C'est que nous, on observe, et ça aurait été plus correct pour GED de les mentionner, que nous avons fait, comme il avait fait d'ailleurs à la dernière célébration de la journée de la presse, que nous avons fait un bond de 23 ou 24 places dans les classements de Reporters sans frontières. Il y a les cas d'Estanie que nous suivons, mais c'est la justice aussi qui opère, suivant les méthodes qui sont celles-là. Nous suivons, nous espérons que très vite on trouvera un dénouement sur les sujets, mais on ne peut pas peindre la situation des médias en République démocratique du Congo, tel que cela a été peint ce soir. Je suis sûr que vous-même, les journalistes, vous pouvez donner un témoignage différent. Un commentaire sur la sortie médiatique de Moïse Katumbi récemment, où il a fait un virement. Écoutez, moi je parle tous les jours ici, je dis qu'ils doivent quitter la périphérie. J'ai l'impression qu'ils sont restés dans la périphérie parce que lorsque vous prétendez devenir président de la République dans ce pays, vous n'êtes pas en mesure de citer nommément l'agresseur qui s'appelle le Rwanda. Vous avez parlé de l'exemple de l'obus ici, ça pose un problème pour le Congolais. Il faut d'abord être en mesure de bien diagnostiquer les problèmes, de désigner les mal par son nom et d'être en mesure de challenger. Alors, par quoi vont-ils nous challenger? Ce n'est pas seulement lui. Je parle de manière générale parce que nous entendons beaucoup. Nous entendons de lire justement leur programme, sur quelle sera leur stratégie pour régler les problèmes à l'Est, quelles sont
les alternatives qu'ils proposeront. Nous avons le front judiciaire, nous avons le front économique, nous avons le front médiatique, nous avons le front militaire et nous avons le front diplomatique. Et nous avons en même temps la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, aujourd'hui, on peut nous dire tout ce qu'on veut, mais je ne pense pas que lui ou les autres n'auront de meilleures stratégies à proposer pour nous dans ces domaines. Et donc, commencer par nommer les mal par les mal avant de venir nous challenger. On va prendre la question de M. Jordan Wayenikini. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. La première question s'adresse au ministre de la Santé. Nous savons que le Premier ministre a déjà signé un décret annulant les tests PCR Covid pendant les voyages. Alors j'aimerais savoir, à ces jours, pouvez-vous nous dire l'usage et la destination des recettes générées par les tests Covid PCR? Ces recettes ont été générées en termes de combien et à quoi a servi tout cet argent? Et puis une question au ministre... Nous sommes en train d'atterrir, il faut poser une question. Allez-y. Voilà une question, c'est concernant la loi Mouyaya. J'ai comme l'impression que depuis que cette loi a été promulguée, on ne la sent pas sur le terrain. J'ai aussi comme l'impression que avant la loi Mouyaya est égale à après la loi Mouyaya. Pourquoi vous le dites? Parce que vous êtes vous-même journaliste. Je ne sens pas ce nettoyage médiatique vous nous avez je veux, docteur, excusez-nous, c'est peut-être pas le sujet, mais il faut qu'on se regarde dans les yeux. Lorsque nous avons fait les états généraux avec le président de la République, il y a d'ailleurs un mot qui m'a été inspiré, qui nous a été inspiré par José Naouesh, paix à son âme, salubrité médiatique. Aujourd'hui, cette salubrité, nous l'avons commencé, oui ou non? Combien de fois je ne reçois pas des pressions au quotidien pour ouvrir telle ou telle autre chaîne? Aujourd'hui, si vous passez au cabinet du ministère, on va vous dire ce qu'on en fait. Mais lorsque on fait une loi, la loi vient tracer la voie. Aujourd'hui, posez la question à M. Israël Moutala, parce que vous-même, vous travaillez pour un média en ligne. Aujourd'hui, vous avez un texte qui vous régule. Et donc, il ne faut pas rester sous le prisme, j'allais dire, superficiel, il faut aller dans le fond. La loi vient apporter une réforme, mais une réforme qui trouve un cadre. Regardez comment les métiers du journalisme s'exercent. Regardez les niveaux de pauvreté des médias. Je ne sais même pas si vous avez un contrat de travail. Vous voyez, mais toutes ces choses, il y a la part de l'État. Évidemment, nous sommes engagés à le faire dans un contexte qui est celui-ci, mais on ne peut pas nous reprocher notre volonté parce que nous avons déjà eu cette loi, alors qu'il y a eu depuis 26 ans, il n'y avait pas cette adaptation. Et donc, il faut considérer que les degrés de mise en œuvre de cette loi dépendent de la collaboration que nous pouvons avoir, vous et nous. C'est pour ça que nous, au gouvernement, nous sommes engagés. J'espère que dans les jours qui viennent, nous donnerons notre contribution pour permettre l'organisation du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, parce que beaucoup de problèmes pourront être résolus quand cette structure qui réunit la corporation des médias pourra être pleinement opérationnelle. Et nous reviendrons sur la discussion, s'il vous plaît. Alors, monsieur le ministre... Alors, pour PCR Covid, je suis tellement à l'aise que quand j'ai dirigé la task force présidentielle, moi, j'ai demandé la première inspection de l'inspection générale des finances. Donc je suis assez à l'aise pour répondre à cette question sans problème. Mais par contre, encore une fois, la fragmentation de la gestion était telle que ces tests-là n'étaient pas gérés au niveau de la présidence. Donc je sais que l'inspection générale des finances a fait une enquête et est encore en train de faire pour s'assurer de comment ça a été géré les fonds. Je ne peux pas vous dire que ça a été mal géré ou bien géré. Je vous dis tout simplement que l'inspection générale des finances a fait et est encore en train de faire l'investigation pour savoir comment est-ce que ça a été géré les fonds. Et je ne peux pas donc vous donner les montants et comment ça a été géré parce que ce n'était pas géré au niveau de la présidence où nous étions avec la task force, c'était géré à d'autres niveaux, notamment au niveau de la riposte. De la riposte. Alors ça c'est pour une première chose. Mais dès que nous sommes arrivés, on a stoppé. On a stoppé, on a dit non, ce n'est plus nécessaire, il faut arrêter. Et donc on a arrêté. Aujourd'hui, on ne demande plus aux gens de faire les tests Covid, PCR ou autres. On ne demande plus. Donc maintenant, ce qui a été fait avant, c'est l'inspection générale des finances qui peut répondre complètement à cette question-là.
Voilà, on va prendre les autres questions en série pour nous permettre de faire une économie de temps. Merci, Excellence, pour la parole. En s'entend, je saluais l'action, le fait que le chef de l'État vous ait retenu au gouvernement. Les gens se le rappelleront. Vous nous offrez vraiment les occasions pour nous exprimer et poser des questions. Ici, je voudrais saluer tout ce qui a été fait, toutes les réalisations, tant au niveau de Kinshasa que dans l'arrière-pays. Mais je voudrais faire remarquer quelque chose, que dans la vie des humains, c'est souvent les événements heureux qui sont prévisibles. Venez, il y a mariage, venez, il y a anniversaire. Mais généralement, et d'ailleurs comme toujours, c'est souvent les événements malheureux qui sont imprévisibles. Je prends ici le cas de Kinshasa. Lorsqu'un enfant vous développe une fièvre à 2 h du matin, tout de suite vous pensez à l'hôpital Kalembelembe. Mais regardons tous l'état dans lequel se trouve l'avenue qui mène vers cet hôpital-là. Je salue tout ce que vous avez fait et vous n'avez pas dit faux parce que j'ai vérifié et je sais que vous êtes dans le bon. Mais qu'est-ce que vous faites pour que ça soit quand même arrangé? Et puis notre société, deuxièmement, cette fois-là, je voudrais avoir aussi les commentaires du ministre de la Santé et même le ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyeya. J'ai reçu un ami qui revenait de Villeurbanne, près de Lyon, en France. Il me dit, chez vous, en RDC, vos hôpitaux ne vont bien fonctionner que si et seulement si vos autorités commencent elles-mêmes à aller fréquenter ces hôpitaux-là. C'est quoi votre commentaire? Merci. Vous pouvez noter, on y répondra tout à l'heure. M. Oscar Mbal, Caïche. Merci à leurs excellences pour la parole que vous m'accordez. J'ai une question à 2 volets. Le premier volet de ma question s'adresse justement, tous les 2 volets d'ailleurs, au ministre de la Santé publique. Est-ce que le pays dispose-t-il d'un plan pour placer justement la RDC dans la compétitivité par rapport aux voisins, notamment en ce qui concerne la pratique de l'endoscopie? Je parle à un médecin. Est-ce qu'il y a un plan de compétitivité? C'est vrai, on ne fait pas la publicité en médecine, mais est-ce qu'il y a un plan pour la RDC en termes d'endoscopie? Ou bien doit-on toujours continuer à nous faire soigner chez les voisins? Deuxième volet de la question. Couverture santé universelle. Comment se fait la chaîne d'approvisionnement en médicaments en RDC avant la mise en œuvre de cette agence d'achat de médicaments pour la meilleure traçabilité? Parce que certains de nos hôpitaux, il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de quinine, des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de médicaments. Or, nous prétendons, nous voulons vraiment atteindre cette couverture santé universelle que vous avez défendue plusieurs fois quand vous étiez encore là-bas. Je vous ai vu à New York, aux États-Unis, dans des grandes conférences, et aujourd'hui vous êtes à la manœuvre. Voilà. Merci. On va prendre dernière question de M. Patrice Boto. Matondo, Monsieur le ministre, Mutuna Moko, na porte-parole du gouvernement, Baimboka, Balingi Baye Baye, dans 17 jours pratiquement, campagne électorale, et Béla Ba ministre, candidat à député national, et ça le Malolengeni pour la gestion du gouvernement. Comme on a eu, le Premier ministre est mort dans l'Ikasi. Monsieur le ministre de la Santé, programme national d'hygiène aux frontières, et ça na yiki yiki. Koyiba misolo, détournement, conflit de textes, au Azalaki wana a yibi misolo, à les États-Unis, a démissionné, ou to yokoti, au tiers intérimaire, à tout ce que wapi to yebite, et pourtant, fils maison Bazali, à quand la mise en place. Et puis, il faut, pour un cadre directeur, le programme, moi, il faut un médecin. Voilà. Alors, il y a les médecins directeurs général de l'hôpital général d'Issiro, le docteur David Kamalou, qui demande si la gratuité de la maternité intéresse seulement les structures du niveau primaire, c'est-à-dire le poste de santé, centre de santé, alors les hôpitaux. C'est un médecin, vous connaissez votre entourage de médecin.
Voilà, vous pouvez ramasser les questions qui vous concernent. Je reviendrai évidemment sur les aspects qui me concernent à la fin. Alors, pour l'avenue de Kalembe-Lembe, je n'ai pas de réponse. Je ne vais pas vous mentir, je ne peux pas commencer à vous raconter des histoires. Notre pays est malheureusement dans l'état où nous sommes en train de tout rebâtir. Les efforts que le président de la République fait au niveau des routes, vous voyez vous-même. Et donc je ne peux pas commencer à vous dire, je vais arranger la route d'avenue qui passe devant Kalembe-Lembe parce que devant Kitambo, il y a aussi une autre avenue devant. Donc c'est un problème qui est adressé d'abord au ministre des Infrastructures, mais la planification générale a déjà prévu un certain nombre d'axes routiers à améliorer. Donc je peux parler de l'hôpital Kalembe-Lembe, je peux parler des hôpitaux, mais si je commence à parler de routes, ça va faire de la démagogie. Je préfère ne pas être démagogue. Donc je ne peux pas répondre à cette question-là. Alors, est-ce que les autorités doivent fréquenter les hôpitaux? Mais ils n'ont pas le choix. Quand vous faites un AVC aujourd'hui, même si vous avez les moyens de partir, vous allez partir comment? Vous ne pouvez pas partir. Quand vous faites de la fièvre la nuit, vous allez prendre un avion pour partir ailleurs. Nous tous, nous sommes coincés dans ce pays. Donc nous devons tous améliorer ce pays. Et donc, c'est lui qui a dit, quand vos autorités commenceront, mais les autorités ont des familles. Toutes ces familles-là ne montent pas des avions pour partir. Sauf qu'avant, il n'y avait pas de volonté. Sauf qu'avant, on avait abandonné le système. Je répète, le président, dans chacun de ses discours, il parle de la santé. Il n'y a pas un seul discours où il ne parle pas de la santé. Je ne sais pas quelle autre volonté vous voulez qu'on dise, là maintenant, il y a la volonté. Nous avons répété ce que le président a fait. Les hôpitaux qui sont construits, les équipements qui sont amenés, les structures qui sont mises en place. Mais on ne bâtit pas un système qu'on a abandonné pendant 60 ans en 2 ans. Il faut quand même qu'on regarde les fondamentaux qui sont mis en place. Aujourd'hui, on a nos mamans qui accouchent sans payer. Alors, quand vous imaginez que cette année seulement, pour la ville de Kinshasa, qui prend à peu près 500 à 600 000 naissances par an, nous allons protéger 500 à 600 000 mamans et 500 à 600 000 nouveau-nés. Alors ça, si ce n'est pas une avancée, je ne sais pas ce que c'est. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille que les autorités arrêtent d'aller ou n'arrêtent pas d'aller. Ils sont juste coincés, comme nous tous. Nous nous soignons ici quand nous tombons malades. Alors, l'endoscopie, c'est un test médical, c'est un acte médical, mais il y en a tout plein d'autres. Il y a l'échographie, il y a le scanner, il y a l'IRM, il y a la cardio interventionnelle, il y a beaucoup de choses. Donc, pourquoi l'endoscopie spécialement? Nous devons améliorer tout le système de santé, pas seulement le système digestif, parce que l'endoscopie, c'est pour le système digestif. Donc, nous devons améliorer tout le système de santé, et c'est ce que nous sommes en train de faire en, comme j'ai dit, équipant, en améliorant la qualité des prestataires de soins, en améliorant la qualité des médicaments, et ça m'amène d'ailleurs à la réponse à la question sur le SNAM, le service de l'achat des médicaments. Je répète encore, on a 60 à 80% de mauvais médicaments, je le dis. Et donc, c'est pour ça qu'on doit mettre un achat groupé, tracé, et distribué au niveau de la population. Et donc c'est ça la chaîne d'approvisionnement qu'on a en train de... Quelqu'un a déjà posé la question sur le décret que le Premier ministre doit prendre, j'ai répondu tout à l'heure. Alors Penachef, fils maison, alors moi les termes fils maison c'est des termes que j'aime pas parce que ça ne veut rien dire. Si vous avez quelqu'un qui était là, qui a volé... A posé question à Lingala, on répond à Lingala. Ce qui veut dire que moi na mboka, moi na esika wana ndei fois konza esika wana penza yangote. Parce que yibaki wana zaki wana te. Zaki moi na kunati. Et bon, on doit gérer correctement, on ne doit pas gérer parce qu'on est originaire, parce qu'on vient d'eux. Non, on gère parce qu'on sait gérer. On est honnête parce qu'on est honnête, c'est pas parce qu'on vient d'eux, parce qu'on vient... Ceux qui ont moi fils maison de quoi le baki, donc je ne pense pas que ce soit la vraie question. La vraie question, c'est que le PNHF, c'est un programme que vous avez vu que c'est un intérimaire qui est là. Parce que je veux en faire un service national, pas un programme. Parce qu'un programme a tendance à s'arrêter au bout de 5 ans, 10 ans. Mais les frontières vont toujours être là. Donc ça ne peut pas être un programme. Ça doit être comme ça que le pays est, c'est-à-dire un service national. Et en plus, on est en train d'élargir. Parce que ça ne doit pas être seulement l'hygiène aux frontières. Mais aux frontières, là, il y a des gens qui traversent avec des maladies. Il y a la vaccination, il y a la malnutrition. Il y a tous les déplacés internes qui doivent être prises en charge. Et c'est le service national de santé aux frontières, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, qui va gérer tout ça. Il n'y aura plus d'intérimaires. Et donc, ça c'est par rapport à ça. Alors, maintenant, le médecin qui pose la question, mais ça veut dire que nous devons encore beaucoup communiquer. Parce que nous le répétons ici, une césarienne, ce n'est pas les soins de santé primaire, c'est déjà les soins de santé d'un niveau secondaire, voire tertiaire.
Donc quand on dit que la gratuité prend toute la maternité, c'est-à-dire pendant que la maman est enceinte, toute forme d'accouchement, c'est-à-dire compliqué, on n'est plus au niveau des centres de santé, on est au niveau des hôpitaux. Et donc, pour préciser à ce médecin qui demande, la gratuité, c'est pour la maman enceinte et le nouveau-né, quel que soit le niveau requis pour les soins, que ce soit au niveau des soins de santé primaire ou que ce soit au niveau des soins de santé secondaire ou tertiaire. Voilà, merci beaucoup, docteur Ata Oyanola Kiming Nalopoto Oyanola Ginalate. Bon, Patrice Botonamotu Notodi, je vais vous répondre en français en lingala parce que cette question revient souvent. Mais avant que je ne vous réponde, je vous inviterai à lire l'article 10 de la loi électorale. Je vais vous le lire rapidement. Sans préjudice de textes particuliers, sont inéligibles 1. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable. 2. Les personnes condamnées par une décision irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale de ressources naturelles, de corruption, des détournements des deniers publics, faux usage de faux, banqueroute et faillite pour la période de leur condamnation, sous réserve de la peine privative de droits civils et politiques. 3. Les personnes frappées d'une incapacité mentale. 4. Les fonctionnaires et agents de l'administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité. 5. Les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission. 6. Les magistrats qui n'auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité. 7. Les membres de forces armées de la police nationale qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt de candidature de leur démission acceptée ou leur mise à la retraite. 8. Le membre du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'homme, du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, de la Cour de compte, qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt de candidature de leur démission, de leur mise à la retraite. 9. Enfin, les membres de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris les personnels, sont inéligibles à titre définitif. Les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. C'est la loi électorale, article 10. Je n'ai pas lu ministre ou membre du gouvernement. Donc, j'ai entendu ça plusieurs fois. Il faut rappeler ici que nous nous occupons de postes politiques. Le gouvernement est formé à partir de la majorité qui se forme à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut considérer que la campagne électorale est une période courte, contenue dans un mois. Dans tous les pays du monde, le moment de la campagne est un moment particulier. Ça ne s'applique pas qu'en République démocratique du Congo. Lorsque le président Macron était candidat aux dernières élections en France, je pense qu'il y a eu un attentat où il y a eu une situation grave. Il est sorti de la campagne pour être pleinement concentré dans la gestion de cette question-là parce que l'urgence les devait. Nous, comme gouvernement, nous serons en campagne électorale. Le Premier ministre est candidat, je confirme, pas à Likasi, mais à Kassenga. Moi, je suis candidat à la FUNA, je le confirme. Nous allons faire notre campagne électorale, mais nous allons trouver un mécanisme, et le Premier ministre y réfléchit déjà, qui permettra d'assurer une certaine fluidité parce que le gouvernement doit continuer de fonctionner. Nous ne viendrons peut-être pas faire un briefing pour parler du programme et de ce que nous avons fait comme bilan, mais si la situation l'exige pour faire un briefing sur une question précise, nous reviendrons dans le cadre de nos fonctions pour le faire. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre être ministre, Premier ministre et être candidat. Cela doit être bien clair et cela ne doit pas faire l'objet d'une quelconque confusion. Narodobana Lingala, pour une meilleure compréhension, Batoubaye Bake, incompatibilité, donc aucun à nos ministres, Premier ministre et président de la République, aucun à la paix candidat, au salipé campagne électorale dans un mois. Question et à fonctionnement et efficacité, Premier ministre Narotala, parce que le poste et abisso est un poste politique. Mais ceux qui ont DG à entreprise publique, aux soda, aux anani, suivant, aux membres ASENI, suivant ce que la Constitution ou la loi dit, et que ça, et PCBIA, nos caractéristiques, il y a battu Oyo,
Bakoki Kozala, candidaté. Je suggère à tout le monde de lire l'article 10 de la loi électorale, c'est plus clair. Monsieur le ministre, je vous remercie de cet exercice qui était assez long, mais toujours pédagogique. Nous reviendrons sur une formule en lingala pour une meilleure compréhension, pourquoi pas en Chiluba. Merci à vous qui étiez présents, mesdames et messieurs de la presse. Nous allons prendre rendez-vous pour un prochain exercice. Peut-être vous voulez dire un dernier mot? Je peux juste dire que s'il y a un domaine où on ne peut pas regretter les actions du chef de l'État, c'est le domaine de la santé. Parce que là, on peut étaler et étaler. Et surtout, s'il y a un domaine où on doit vraiment suivre le président de la République, c'est le domaine de la santé, parce que c'est celui-là qui donne des perspectives pour le capital humain. Et c'est vraiment la chose la plus importante. Voilà, nous avons donné de la matière. J'espère que ceux qui quitteront la périphérie pourront nous challenger avec des propositions concrètes. Merci et bonne soirée chez vous. Merci beaucoup.